Mes chers amis, bien bonjour. S'inscrivant dans le même schéma qu'Arachné par le caractère fileuse de ces dernières et pouvant être confondues de façon assez maladroite avec les Grecs, les moires sont des entités divines qui, selon les auteurs grecs, sont à la fois connues des humains, mais également ont une grande influence sur les dieux olympiens, car ces derniers vont les consulter à un certain moment dans différents mythes. En effet, les moires sont liées à une certaine notion qui est la notion de destin. Par ailleurs, cette notion de destin et les moires en particulier se retrouvent également dans d'autres civilisations et notamment chez les Romains, et ces dernières vont s'appeler les parques ou les fata selon les versions qu'on va avoir. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir justement les moires, qui sont également des entités connues des dieux, parfois redoutées et surtout qui leur sont soumises d'une certaine manière mais pas totalement. On va le voir tout de suite. En grec, le terme moire se dit moirai. Ce sont des divinités liées au destin, pour ne pas dire qu'elles sont elles-mêmes le destin d'une certaine manière. Les origines des moires sont assez floues. En effet, plusieurs auteurs donnent différentes versions des moires, du moins de leurs origines. Dans la Théogonie d'Hésiode, qui est l'une des sources les plus prisées en tout ce qui concerne la mythologie grecque, et notamment autour des divinités grecques, ce dernier donne deux pistes sur les potentiels parents, entre guillemets, des moires. Dans un premier temps, elles sont considérées comme étant les filles de Nyx la nuit et par conséquent les sœurs des Hespérides qui sont des nymphes de la nature et des Kérès qui sont des entités divines présentes essentiellement sur des champs de bataille et assez féroces. Dans un deuxième temps, Hésiode leur donne pour parents Zeus et la titanide Thémis, donc la justice, faisant d'elles alors les sœurs des Heures, qui sont des divinités en lien avec l'ordre établi, la justice, la paix dans un premier temps, puis elles deviennent des divinités liées plus à chaque moment de la journée chez les humains. Donc la fonction des Heures évolue au fil du temps. Dans la théogonie d'Orphée, théogonie à mettre entre guillemets d'Orphée, ce dernier en fait les filles d'Ouranos et de Gaïa. Donc on les place au même niveau à peu près que les enfants de Gaïa nés de cette dernière avec Ouranos. Toutefois, elles sont également considérées par Orphée, du moins par la théogonie que fournit Orphée, comme étant les filles de Cronos. Donc on ne sait pas trop exactement quels sont les parents à ce moment-là des moires. Mais parmi toutes ces hypothèses, on peut voir quand même une évolution de ces divinités et une évolution qui va les rattacher, pour ainsi dire, aux divinités principales, pour ne pas dire les plus puissantes de la religion grecque. Donc on cherche vraiment à les relier à des divinités relativement puissantes et relativement importantes justement de cette religion. Toutefois, parmi toutes ces versions qui nous sont données, la plupart du temps, c'est la deuxième version fournie par Hésiode, donc du fait que les moires sont les filles de Thémis et de Zeus, qui est le plus souvent retenue, pour ne pas dire que c'est l'une des rares hypothèses retenues, mais certains historiens retiennent quand même la première version, qui est qu'elles seraient potentiellement les filles de Nyx. Il faut savoir que Nyx, dans la croyance grecque, est tout aussi redoutée que d'autres grandes divinités, pour ne pas dire que même Zeus peut la redouter, donc ça montre à quel point il y a des divinités au-dessus des plus puissants dieux de l'Olympe. Les moires sont au nombre de 3. On a Clotos, celle qui tire le fil du destin, notamment chez les humains. On a la Chésis, celle qui enroule le fil du destin, et Atropos, celle qui coupe le fil de la vie. Donc naissance, vie et mort, si on veut résumer ça. Ces données font que les moires s'imposent relativement facilement face aux Olympiens, car les Olympiens sont eux-mêmes soumis à ces dernières. Donc cela montre que les moires sont quand même bien plus puissantes que les Olympiens eux-mêmes. Il n'existe pas de mythe à proprement parler pour les moires, comme c'est le cas pour Athéna, pour Zeus, ou pour Adonis, ou pour Asclépios. Il n'existe pas en fait de mythe à proprement parler ou qui leur sont propres, comme pour la plupart des divinités grecques et des créatures mythologiques que nous avons traitées jusqu'à présent. Mais en revanche, on peut souligner leur présence dans quelques épisodes liés justement aux dieux olympiens, notamment, ou encore à certains mortels de façon assez indirecte. En effet, on peut souligner leur présence au moment de l'affrontement entre Zeus et Typhon. Rappelez-vous, nous avions abordé Typhon plus d'une fois lors de l'épisode sur Gaïa et sur
Typhon et Echidna. Typhon, cette espèce de créature féroce qui pouvait tenir tête aux Olympiens de façon assez problématique. Et les moires vont intervenir d'une certaine manière dans ce combat, notamment en suggérant à Typhon de se nourrir, de manger la nourriture des mortels, donc des humains, et ce dernier, à cause de ça, va perdre la plus grande partie de sa force, et c'est ce qui fait que Zeus pourra le battre assez facilement. Elles sont également présentes, encore une fois, dans un combat un peu de Zeus, mais entre Zeus et les géants, et ce dernier, avec le concours des moires, va réussir à tuer 2 géants, notamment Agrios et Taos à coups de bâton. Ce sont les quelques épisodes où on peut relier les moires à Zeus. Donc un dieu redouté dans la mythologie grecque, dans la religion grecque, un dieu puissant face à une entité encore plus puissante. Donc on peut voir que dans la religion grecque, il y a les dieux olympiens, il y a les dieux croniens, mais il y a aussi des entités qui sont encore plus puissantes que ces divinités-là. Donc ça montre que les moires jouissent d'une image de puissance encore plus grande encore que les dieux du panthéon grec, voire des dieux grecs eux-mêmes. On peut souligner également la présence des moires au moment de la naissance de Ménéacre, donc la naissance d'un mortel. Donc c'est un des rares cas où ça arrive. Et on peut, pour terminer, souligner la présence également des moires dans un épisode un peu cocasse où cette fois-ci, ce n'est pas elles qui aident un mortel ou qui aident un dieu, mais là, ça va être plutôt les moires qui vont se faire avoir d'une certaine manière. En effet, le dieu Apollon va tromper ces dernières en les faisant boire, en les enivrant, au point que ces dernières oublient de couper le fil de vie d'un ami d'Apollon, Admet, et ce qui fait que Admet va vivre beaucoup plus longtemps. Donc, quelque part, même si les moires sont des créatures, des divinités qui sont relativement puissantes, cela montre quand même que certains dieux peuvent se montrer beaucoup plus rusés qu'elles. Donc, ce sont quelques petits épisodes qu'on peut citer, mais partez du principe que les moires sont à l'origine de tout, elles régissent tout. Rappelez-vous que ce sont des fileuses au même titre qu'Arachné, et par conséquent, ce sont elles qui tissent d'une certaine manière le fil du destin. Les moires sont au nombre de 3, ce n'est pas pour rien également, on le verra un peu plus tard, cet esprit de 3 va être également reprise. Même si on retrouve les moires dans la Théogonie d'Hésiode ou chez Orphée, la présence des moires est déjà attestée même à l'époque d'Homère, et on va retrouver quelques allusions dans l'Iliade, mais c'est une allusion à une moira, donc une seule moire, une moira au singulier, elle deviendra plurielle plus tard, et cela montre surtout que il va y avoir une évolution justement de cette notion de moire au fil du temps et au fil des auteurs. Cet exemple de la moira, cette présence de la moira chez Homère, va se traduire au moment de la guerre de Troie. Rappelez-vous que la guerre de Troie est un conflit qui va opposer les Troyens et les Grecs, mais avec l'appui de divinités olympiennes. La moira dans cette fameuse guerre de Troie va faire un peu tampon dans le sens où elle va dissuader les dieux olympiens d'intervenir sur le champ de bataille, notamment quand les héros vont tomber au combat. Donc elle va clairement leur faire un grand stop, ce héros doit mourir, vous n'avez pas à intervenir, et c'est ce qui fait que la moira va quelque part mettre une barrière entre ce que les dieux aimeraient faire et ce qui est possible de faire. Probablement d'origine orientale, donc les moires, l'idée de moire ou du moins ce que les moires représentent peuvent être dues à des origines autres que des origines grecques. Les moires sont alors associées principalement au cycle de la vie, de la naissance à la mort, à la notion de destin. Prenez l'exemple en fait, si vous voulez vous rappeler de l'idée des moires, de cette fameuse phrase qu'on nous a appris quand on était tout petit. Au lever du soleil, il marche à 4 pattes. À son apogée, il est sur 2 pattes et au coucher à 3 pattes. Partez du principe que ça représente un petit peu cette expression qui est au lever, c'est un bébé, donc 4 pattes. À son apogée, donc à midi, il est sur 2 pattes, donc il est adulte et tout ce qui va avec. Et au coucher, il est sur 3 pattes, il devient vieux et il meurt. Partez du principe que ça veut dire exactement ça. Si vous voulez raccourcir un peu la signification des moires, rappelez-vous un peu cette idée mémotechnique justement de ce qu'on nous a appris. Et justement, c'est par rapport justement au cycle de la vie. Cette image qu'on nous a inculquée de au lever du soleil, il est sur 4 pattes. À son apogée, c'est-à-dire à midi, il est sur 2 et au coucher, il est sur 3, c'est le cycle de la vie tout simplement, c'est-à-dire
bébé, jeunesse, adulte, mort. Voilà, si vous voulez vous le résumer, résumez-le exactement de cette manière, c'est beaucoup plus simple. Pour en revenir aux moires, ces dernières suscitent un sentiment assez contradictoire chez les Grecs, car elles suscitent tant la fascination et l'admiration, pour pas dire un peu une forme d'amour, que de crainte, de dégoût, de détestation. Donc ça prouve que les moires sont associées petit à petit à la fatalité et au cycle de la vie, du moins ce que la vie réserve à la plupart des gens. Cette notion de fileuse du destin, parce que les moires sont des fileuses, est également présente chez les Romains. Rappelez-vous que les Romains ont pris également beaucoup de divinités à droite ou à gauche. Chez les Grecs, c'est chez les Égyptiens. Donc globalement, c'est chez ces deux civilisations principales qu'on peut retrouver certaines amalgames de divinités, voire certaines divinités présentes. Et les moires en font partie. Mais elles ne sont pas appelées les moires, elles sont appelées les parques. Vous allez retrouver souvent le mot parc à la place de moire, mais partez du principe que c'est exactement la même chose, sauf que d'un côté c'est les Grecs et de l'autre côté c'est chez les Romains. Chez les Romains, les parcs sont également au nombre de 3, comme chez les Grecs. Elles se nomment Nona, Decima et Morta. Elles sont également associées, mais de façon peut-être plus distincte que chez les Grecs, à la naissance, au mariage et à la mort des humains. Donc autrement dit, chez les Grecs, les moires ont des fonctions en même temps assez précises, notamment pour la vie et la mort, mais pour la dernière, pas trop où elle se situe, on sait pas trop ce qu'elle représente. On peut supposer qu'elle représente un peu le fil de la vie, tout ce qui constitue la vie, du moins chez les Romains. Les parcs vont représenter des moments clés de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Donc on peut faire un petit parallèle, on va dire un petit peu rapide, mais c'est vrai que la fonction des parcs est peut-être plus précise, plus facile à distinguer chez les Romains que chez les Grecs. Mais partez du principe que même si les différences sont extrêmement minimes, ça revient un peu à la même chose. Les parcs chez les Romains sont représentés très souvent sur le forum, donc le centre, on va dire, de vie des villes, mais pas seulement à Rome, mais aussi ailleurs, où elles prennent le nom de fata. Et le nom de fata, le mot fata, au fil de l'évolution de la langue, va donner le mot fée. Donc les fées, le mot fée que nous connaissons de nos jours, vient du terme fata qui renvoie justement au parc. Donc ce qu'il faut comprendre un petit peu au niveau des moires, c'est que ce sont des maîtresses du destin, elles incarnent le destin, elles sont redoutées tant par les humains que par les dieux eux-mêmes, puisque ce sont elles qui décident qui va vivre ou mourir, qui a un grand destin et qui n'en a pas. Donc en fait, les moires régissent un certain ordre établi et c'est d'elles qu'en fait émane tout ce qui constitue justement ce fameux ordre et tout ce qui constitue en fait les actes des humains et des dieux. Nous l'avons vu, les dieux peuvent mourir, les dieux grecs ne sont pas à l'abri justement de la mort. On l'a vu avec Adonis, on l'a vu avec Asclépios. Ce sont les dieux, même s'ils sont considérés comme immortels, certains dieux ne sont pas totalement immortels, voire peuvent mourir. Et justement, les moires sont là pour, on va dire, incarnent cette idée de destin, cette idée de début et de fin avec tout ce qui entoure justement cette idée de destin. Le fait qu'on n'ait pas de mythe à proprement parler des moires montre très bien que ce sont des divinités sur lesquelles on manque cruellement d'informations, où on peut les associer à certains types de créatures ou à certains types de divinités, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur des mythes à proprement parler. Les auteurs grecs n'en ont pas fourni, donc c'est qu'il n'y en a probablement pas. Et surtout, en fait, elles incarnent une forme presque de fatalité, dans le sens où, puisque le cours de la vie est décidé et écrit, c'est ce qui fait que on peut le changer sans vraiment le changer. Donc partez du principe que les moires chez les Grecs, et on fait très souvent la confusion entre les moires et les grès nous les aborderons plus tard, on les abordera dans un épisode qui leur seront consacrés, c'est deux choses assez différentes. Les unes vont se traduire plus par ce côté fileuse que nous avons vu avec Arachné, et d'ailleurs elles sont elles-mêmes dans la même catégorie qu'Arachné d'une certaine manière, mais ce sont des fileuses en fait qui incarnent une notion, une problématique qui est une problématique plus poussée que pour Arachné. Les informations sur les représentations et le culte des moires que nous possédons nous parviennent de l'archéologie mais également des auteurs antiques.
Comme cela a été dit et rappelé en première partie, les moires sont associées aux fileuses et par conséquent, on les représente avec les instruments de ces dernières. En effet, les moires sont souvent représentées sous les traits de 3 femmes, souvent âgées, tenant des fuseaux. Une description du fuseau nous est parvenue par Platon, qui le décrit comme un instrument en 2 parties. D'abord la tige, puis ensuite le crochet, qui sert alors à fixer le fil tombant de la quenouille. On peut souligner la présence de saillies au niveau du crochet afin de le maintenir davantage, de maintenir le fil. Toutefois, les fouilles archéologiques montrent que la présence du crochet, justement sur ce fameux fuseau, n'était pas systématique. Cela montre par ailleurs que dans la vie quotidienne des Grecs, des femmes grecques, le tissage de la laine devait se faire à plusieurs aspects et bien souvent selon peut-être les moyens de ces dernières. Le fil tissé par les moires représente ainsi la destinée de chaque être humain ou de chaque entité vivante, que ce soit les dieux ou les êtres humains, et dont le filage commence dès la naissance et dont ce dernier est plus ou moins long, retardant ainsi la mort. Plus ou moins long au sens où selon la durée de vie de la personne, mais le fil de laine, donc le fil de la destinée qui est symbolisé par le fil de laine, sera plus ou moins long. Cela pouvait amener, selon, on va dire, la longueur de ce fameux fil, à ce que, par exemple, les enfants meurent avant les parents, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais sachez que ce sont des possibilités que les Grecs soulignaient par rapport aux moires, car on les soupçonnait, en fait, de faire périr les enfants avant les parents. Mais ça, comme nous l'avons dit et redit, cela est dû, justement, à la destinée de chacun. Les moires sont donc les maîtresses de la destinée, les maîtresses du destin, car elles ont d'une certaine manière la connaissance de ce dernier, même si elle ne le dévoile pas complètement ou qu'elle ne le dévoile pas du tout. En travaillant le fil de la destinée, qui est représenté par le fil de laine, fil de la destinée des humains, les instruments de tissage des moires sont symbolisés dans la vie quotidienne d'une certaine manière par le tissage de la laine ou le tissage du fil. Et cette fameuse laine prend alors, comme je vous l'ai et que je vous l'ai répété, l'aspect du fil de la destinée enroulé autour de la quenouille, et selon la longueur de ce dernier, il va être plus ou moins long. Je le dis, je le répète, mais il faut que vous ayez bien l'image, en fait, de la fileuse, de cette fameuse fileuse, dont le fil est enroulé autour de la quenouille. Nous en avions parlé pour Arachné, mais là, c'est un peu la même chose pour les moires. Concernant le culte des moires, parce qu'il y avait un culte d'une certaine manière, c'est l'archéologie et Pausanias qui nous renseignent à peu près sur quelques notions concernant ce fameux culte. En effet, les fouilles archéologiques et les historiens d'une certaine manière montrent que le culte des moires, et notamment à Corinthe par exemple, était bien là, était bien présent, et surtout à Corinthe était rattaché au culte de Déméter et au culte de Perséphone. Rappelez-vous, nous avions déjà parlé de Déméter plus d'une fois, c'est la déesse de la culture céréalière, mais c'est aussi une déesse qu'on associe à la déesse mère. Déesse mère qui est aussi d'une certaine manière rattachée à Gaïa. En fait, on pourrait faire tout un épisode sur justement cette fameuse image de déesse mère, mais ça viendra beaucoup plus tard. En effet, sur les vases retrouvés à Corinthe, donc fouilles archéologiques encore une fois, les moires et Déméter ainsi que Perséphone sont représentés et ce n'est pas forcément une coïncidence en soi. En effet, l'un des écrits de Pausanias fait mention justement du temple de Déméter, de Perséphone et des moires qui devaient normalement se trouver non loin, on va dire, dans la zone corinthienne, les uns des autres ou qui pouvaient partager certaines pans d'un même édifice. Donc, on voit quand même que les moires étaient associées d'une certaine manière à des déesses beaucoup plus importantes à ce moment-là. Il existe plusieurs points communs justement entre le culte de Déméter et le culte des moires, notamment dans certaines attributions. Il faut souligner justement que dans ces ressemblances, notamment au niveau du culte, ces dernières étaient honorées lors de fêtes en particulier, probablement, si on peut s'aventurer un peu dans l'hypothèse, probablement liées au culte à mystère. Je rappelle que Déméter était une déesse liée au culte à mystère, notamment à Éleusis, et où participaient principalement des femmes et des enfants. Donc on peut s'imaginer que les moires associées à Déméter faisaient partie de ces divinités que l'on honorait plus ou moins dans ce qu'on pouvait appeler les cultes à mystère. Même si on associe Déméter, sa fille et les moires,
ce n'est pas quelque chose qui choque plus que ça, puisque les moires en tant que culte, je parle du culte des moires toutes seules, étaient déjà très répandues dans la religion populaire. Alors on peut s'imaginer soit en tant que déesse principale, et encore ça selon dépendre des régions, elle pouvait faire partie du culte principal d'une cité, soit en tant que divinité secondaire. Donc on peut s'imaginer que les moires, même si c'était pas des divinités aussi importantes pas si importantes, oui et non, que certaines divinités de l'Olympe, elles étaient quand même associées justement à ces fameuses divinités de l'Olympe, soit comme des divinités secondaires, on peut se l'imaginer, soit comme divinité principale, mais tout cela va dépendre des lieux où vous allez vous trouver. Et à Corinthe, on peut supposer que c'était plutôt d'égal à égal. Les fidèles justement de ce fameux culte des moires veulent s'attirer les bonnes grâces de ces dernières, car elles sont détentrices de la destinée de chacun, et surtout au moment de la naissance et du mariage. Alors nous avons vu dans la première partie que il n'était pas toujours facile de savoir quel rôle elle pouvait jouer. On sait que Clotho était rattaché au début de la vie et Atropos à la fin, mais là la Chénice, on savait pas trop en fait la place qu'on pouvait lui attribuer. Chez les Parques, c'est beaucoup plus facile puisque les Romains ont déjà prédéfini chaque rôle pour chaque parc, mais chez les Grecs, c'est plus difficile à trouver, je trouve. Et c'est vrai que dans un sens, c'est vrai que le mariage est la seconde étape en fait du bon grec, enfin du citoyen grec. Les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyens, je le rappelle. Mais c'est vrai que pour une femme, le mariage est la seconde étape importante de sa vie. Et pour le citoyen grec, quelque part, c'est un peu la même chose. Ce qu'il faut comprendre en fait du culte des moires, là, de ce que je viens de vous expliquer et qui est un exemple, c'est que ce sont des divinités qui ont eu un culte très mal connu, mais elles ont eu un culte au même titre que d'autres divinités olympiennes, et souvent elles sont associées justement aux divinités olympiennes. Alors peut-être en tant que divinité secondaire ou principale, tout va dépendre de là où vous allez vous trouver, mais on peut supposer également que c'était des particularités régionales, et donc que ce n'était peut-être pas un culte répandu dans toute la Grèce. Donc le culte des moires est un culte très mal connu, probablement lié au culte à mystère, parce que ce sont je le rappelle, des divinités liées à la destinée, et pour qui les Grecs avaient un peu une relation du je t'aime moi non plus. Donc les moires quand même ont une place importante dans la vie des Grecs, même si on les redoute, on les aime tant qu'on les craint. Ce que l'on peut retenir des moires, c'est qu'elles incarnent cette notion de destin. Ce destin que l'on redoute, ce destin qui est incertain, qu'on ne sait pas ce qui nous réserve, qui va nous attendre, quelles sont les circonstances de notre mort, quelles sont les circonstances de notre vie. Cette incarnation en fait de l'inconnu. Et les moires, tant par cet aspect de fileuse, celles qui tissent dans certaines représentations, dans cette représentation surtout de la culture populaire ou autre, tissent cette espèce de tapisserie de la destinée, cette tapisserie de la vie, qui fait que, justement, ce sont elles qui décident concrètement qu'est-ce qui va se passer et comment cela va se passer et dans quelles circonstances. Elles incarnent un peu cette espèce de notion prédicatrice d'une certaine manière, celles qui peuvent lire l'avenir, celles qui peuvent aider, on l'a vu, les divinités dans certains combats. Elles ont un peu ce caractère un peu incertain qui caractérise aussi un peu une forme d'insécurité par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui peut attendre l'être humain, mais aussi les divinités. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les Grecs sont un peu dans cette espèce de je t'aime moi non plus avec les moires, parce que justement, elles incarnent un peu cet inconnu par rapport à ce qui les attendent. Elles sont redoutées quand même tant par les humains que par les dieux, y compris Zeus lui-même, ce qui montre que ce sont des divinités qui sont placées même au-dessus des Olympiens, qui sont pourtant des dieux puissants. Cela montre à quel point ce sont des divinités qui sont plus puissantes que les plus puissants des dieux. Ce sont des divinités que beaucoup redoutent par le fait que justement ce sont elles qui détiennent les clés de l'avenir et les clés justement de ce qui va être, de ce qui va addevenir de ces personnes ou des divinités. Les moires sont souvent représentées sous l'aspect un peu de vieilles femmes avec leurs instruments de tissage, un peu peut-être dans cet esprit caricatural qu'on avait des sorcières ou des prédicatrices au Moyen-Âge, mais aussi dans d'autres époques post-antiquité, qui font que
on a un peu cette vision peut-être très caricaturale de la moire, mais qui incarne un peu cette espèce de côté mystique, de côté inconnu que justement elles incarnent. Les moires, quelque part, sont l'incarnation justement de l'ordre établi, de cette espèce de justice qu'elles incarnent d'une certaine manière, car le destin est une forme de justice, mais une justice prédestinée. Si on regarde un peu la culture populaire, les grès et les moires ont tendance à être très souvent confondus, et c'est ce qui fait qu'on ne les distingue pas toujours. Si on regarde dans la série L'Odyssée, qui retrace un peu le voyage d'Ulysse, alors c'est une série qui n'est pas forcément, c'est une série animée qui n'est pas forcément très fidèle à l'Odyssée elle-même, et qui reprend beaucoup de créatures mythologiques qui ne sont pas en lien avec Ulysse, on a justement la figure des moires, mais elles ne vont pas être appelées les moires, elles vont être appelées les parques. Les parques, on l'a vu, c'est chez les Romains qu'on va appeler les moires, les parques. Mais globalement, c'est la même chose. Là, elles vont avoir le nom de parc, mais avec les attributions des moires. C'est-à-dire qu'on va les voir en train de filer avec des aiguilles. On va les voir avec des aiguilles en train de tricoter, non pas une tapisserie, mais une toile d'araignée. Et ça va les renvoyer à cette condition de fileuse, et qui indirectement va les renvoyer à Arachné. Rappelez-vous, j'ai lourdement insisté là-dessus, beaucoup d'historiens rapprochent Arachné et les moires dans le même panier parce que ce sont des fileuses. Et ce caractère de fileuse va d'autant plus ressortir dans l'épisode que je vous mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir ce que je veux dire. Les moires, les parques dans ce cas-là, vont incarner cette notion de fileuse, celles qui vont tisser, là c'est une toile d'araignée, mais partez du principe que ça peut être aussi une tapisserie, un peu comme le faisait également Pénélope, qui est aussi l'incarnation d'une fileuse, nous l'avons vu. Elles s'inscrivent là dans justement cette série, dans la catégorie des fileuses, mais entre les moires parc entre guillemets et Arachné. Donc c'est vrai que l'épisode a bien représenté les moires à ce niveau-là, avec quelques différences près bien entendu, mais c'est quand même un épisode qui est relativement fidèle à l'idée justement qu'il y a autour des parcs, autour des moires. Là, il n'y a pas de confusion à faire justement à ce niveau-là. Je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez bien comprendre le propos que je tiens. Si on prend un film animé qu'on a tous vu quand nous étions petits, et il y a eu une série animée après derrière, c'est Hercule. Rappelez-vous, les 3 femmes qui sont avec Hadès, ces 3 femmes qui ont un œil qui se balade de l'une à l'autre, elles sont appelées les moires dans justement Hercule. Or, c'est une maladresse monumentale de la part des scénaristes parce que ce ne sont pas les moires qui sont représentées, ce sont les grès. Les grès, justement, sont ces créatures qui se passent cet œil de l'une à l'autre. Ce ne sont pas les moires qui sont représentées, ce sont les grès. Et maladroitement, justement, et même dans la série animée, on va les retrouver, elles sont appelées les moires de façon assez maladroite. Donc, j'insiste lourdement là-dessus parce que on a tendance vraiment à les confondre. Et là, justement, c'est ce qui fait qu'on installe cette confusion par rapport entre les moires et les grès. Partez du principe que dans Hercule, le dessin animé Walt Disney, ce sont les grès qui sont représentés et pas les moires. Les moires sont également présentes, si on regarde un peu dans la culture du jeu vidéo, dans le jeu vidéo Hadès. Elles sont pareilles, au nombre de 3, elles sont également présentes, mais voilà, ça reste des représentations qui sont assez minimes. Si on regarde vers les séries, on va dire les séries un peu sitcom que nous avons connues dans les années 90-2000, Sabrina l'apprentie sorcière, dans la saison, alors je crois que c'est saison 6 ou 7, je me souviens plus très bien, les parcs sont également représentés. Donc là, c'est les parcs, les moires, mais c'est la même chose. Et justement, là, c'est les parcs, mais les parcs qui sont les fileuses. Celles qui filent justement cette idée de tapisserie du destin, celles qui font que, mais justement, au même titre que Pénélope, au même titre que toutes les fileuses qui existent dans la mythologie grecque, elles vont tisser une tapisserie du destin, et ces tapisseries vont être ce qui doivent être la vie justement des individus qu'elles doivent représenter. Donc, quelque part, partez du principe que les parcs, les moires, les grès, parfois, alors les parcs et les moires, ce sont les mêmes individus, mais partez du principe qu'il y a très souvent une confusion entre les grès et les moires, et
c'est vrai que ce sont des confusions qui sont assez maladroites, parce que quand on regarde bien l'histoire des unes, l'histoire des autres et les fonctions, c'est relativement différent. Donc, ce sont à peu près les représentations qu'on peut faire des morts. Il y en a probablement bien d'autres, mais ce sont celles que je connais le mieux, et ce sont celles dont je voulais vous faire part, histoire que vous soyez plus vigilants quand vous voyez 3 femmes qui sont représentées par... Ils peuvent être soit les Grées, soit les Parques. Le nombre 3 dans la mythologie grecque est relativement présent. Il y a, chez les Érini, elles sont 3, chez les Parques, chez les Morts, elles sont 3, chez les Grées, elles sont 3, chez les Gorgones, elles sont 3. Le nombre 3 est souvent très présent dans la mythologie grecque, et c'est probablement pas pour rien. Mais on consacrera un épisode entier justement au nombre 3 dans la mythologie grecque, histoire quand même de bien connaître toute la symbolique qu'il y a autour. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être fait découvrir les moires, justement, que l'on connaît très très mal, et que l'on connaît peut-être souvent de façon assez maladroite, parce qu'on pense que les Grées et les moires sont un peu la même chose. En réalité, nous venons de le voir, c'est très différent. Et c'est vrai que les aspects autour de la psychologie, autour des moires et tout ça ont été souvent très mis en avant, par exemple par Freud, mais j'ai mis de côté tout ce qui était autour de la psychologie parce que c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, c'était vraiment vous faire découvrir justement ce que les historiens pensaient justement des moires et de la figure qui pouvait en être dégagée par rapport aux recherches historiques. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura permis de découvrir les moires, vous aura permis de comprendre mieux justement ce qu'est les moires par rapport aux Grées, et comme ça ne plus faire la confusion entre les deux. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là prenez bien soin de vous.